Bonjour, bonjour Nassim. Bonjour. Bonjour la francophonie. Et les Québécois aussi, là-bas. C'est francophone. L'Afrique, le Moyen-Orient. Ah oui, ah oui. Oui. Ça fait longtemps que j'ai pas parlé français, alors vous allez avoir à m'excuser. Il va peut-être avoir des sons anglophones qui rentrent là-dedans un peu, là. C'est de toute façon tellement gentil de bien vouloir faire cette vidéo que tu es tout excusé. Ah, merci. Aussi un peu de Québécois va rentrer là-dedans. Parfait, je ferai un peu de flamand alors. Ben, merci d'avoir répondu à la page Facebook du Résonance Projet en réalisant cette vidéo. Elle a pour objectif... C'est mon plaisir. Merci. Elle a pour objectif de répondre aux interrogations des sympathisants francophones. Alors, 225 000 adhérents sur le site du Résonance Projet anglophone, Ouais. 60 000 sur le site hispanique, Wow. et 15 000 pour le petit dernier, le site francophone. Super. Cela prouve un intérêt certain pour ton travail et tes recherches scientifiques. Oui, absolument. Il y a beaucoup d'intérêt maintenant. Oui, C'est excitant. et ça se développe de plus en plus. Oui. Alors, la première question, en quoi tes recherches scientifiques et ta théorie sur le champ unifié se différencient des théories générales en place? Les théories qui sont présentes en ce moment utilisent des concepts en général qui demandent des dimensions extra, des extra-dimensions. Par exemple, les théories des cordes. Et donc, ce que j'ai écrit, c'est prendre une approche et les théories de gravitation quantique. Typiquement aussi approche le problème du côté quantique, alors que j'approche le problème plus du côté classique, du côté plus mécanique ou einsteinien. Et donc, j'approche le problème de la force forte qui tient les protons ensemble dans l'atome, de façon plus classique. Et je trouve une solution classique à la force qui bind, la force qui confine le confinement oui, des nucléi de l'atome. Et donc, c'est une approche complètement différente. C'est comme si j'avais pris Einstein et la gravité, puis que j'avais montré qu'il y a une application directement à l'atome qui crée les forces à l'intérieur de l'atome, alors que les théories en ce moment qui essayent d'unifier les forces continuent à maintenir la force forte comme elle est dans l'atome, comme elle est décrite par le standard, le modèle standard, et ajouter la gravité pour que ça fonctionne. Et ça ne fonctionne pas. C'est parce que la force forte est en fait la force de la gravité qui s'expresse au niveau quantique. Et quand elle s'expresse au niveau quantique, elle s'expresse différemment qu'au niveau cosmologique. Mais en faisant cette transformation de la gravité classique à la gravité quantique, on découvre en fait la source de la gravité. Et on trouve que la source de cette gravité, c'est l'énergie qui est présente dans le vide au niveau quantique. L'information au niveau quantique qui produit la gravité au niveau quantique et le résultat au niveau cosmologique. Merci. Ah, j'espère que c'est clair. C'est un peu technique, mais c'est pour ça aussi que c'est difficile pour la physique standard de comprendre cette nouvelle théorie, parce qu'elle prend une approche complètement différente ou presque 180 degrés d'angle d'approche différents que les théories qui sont en ce moment les plus populaires pour essayer d'unifier les forces. Absolument. Alors, autre question, êtes-vous nombreux à travailler au siège du Résonance Projet à Kauai et sur quoi travaillez-vous?
Ben ça, c'est une bonne question. On est, je pense, au moins 15 employés ici au laboratoire qui travaillent sur toutes sortes de différentes applications de la théorie pour les développements technologiques. Et donc des ingénieurs, des machinistes et tout ça, mais aussi des scientifiques qui travaillent sur la théorie, comme toi et Olivier qui vient du CERN, et on a Amura de Val Baker qui vient d'Angleterre, qui est notre astrophysiciste en staff, et aussi des ingénieurs et des mathématiciens qui travaillent avec nous aussi à distance de plusieurs endroits. Alors, on a créé un environnement. On a aussi des biologistes avec William Brown. Et donc, on a créé un environnement où on peut avoir des gens qui sont dans des fils, comment on dit, dans des fields, dans des champs différents, des domaines différents de la science, dans la physique, par exemple, dans la physique quantique ou dans la physique cosmologique, mais aussi la biologie et aussi le développement technologique. Donc, ce qu'il y a en fait à Kauai, c'est juste le centre, mais ça rayonne beaucoup plus dans le monde entier. Finalement, tu as des soutiens technologiques, scientifiques du monde entier. Ah oui, on collabore avec des physiciens et des ingénieurs d'un peu partout. Aussi, je fais partie d'organisations qui ont des laboratoires satellites un peu partout aux États-Unis, et on collabore avec les ingénieurs et les scientifiques qui sont dans ces laboratoires aussi, qui développent des technologies aussi dans ces laboratoires et des théories. Et donc, c'est vraiment un groupe de gens intéressés. Et ce groupe grandit très rapidement. Maintenant, on a beaucoup d'intérêt d'ingénieurs, de physiciens, de mathématiciens, de biologistes. William Brown et Amura et moi, et on vient de finir un papier sur la relation entre les fonctions du cerveau avec la structure de l'espace. Et c'est vraiment excitant de voir ces genres de développement et ce genre de branches qui prennent la base de la théorie d'unification et qui l'amènent à l'application à plusieurs autres branches de la science. Une véritable théorie d'unification. Oui, pas juste les fils, les champs de physique, mais aussi comment la matière s'organise et crée des systèmes très complexes comme la biologie et aussi la chimie, la chimie, oui. Toute la fonction du feedback. Oui. Ok. Alors, quel pourrait justement être l'impact de tes recherches sur notre vie quotidienne? Il y a beaucoup de possibilités de l'impact. Vous pouvez imaginer que si on comprend tout d'un coup la capacité, comment la gravité est créée, par exemple la fondation de la gravité, parce qu'Einstein nous a dit que la gravité c'était le résultat de la courbure de l'espace, mais n'a pas dit ou l'espace-temps, mais n'a pas dit qu'est-ce que l'espace-temps. Et à partir de cette nouvelle vue, on découvre que l'espace-temps, c'est en fait les dynamiques du champ quantique, de ce qu'on appelle en anglais le vacuum, l'énergie du vide, et que cette énergie du vide est présente partout, et qu'elle est présente au niveau cosmologique et au niveau quantique. Et que c'est en fait cette différence entre la densité au niveau cosmologique et au niveau quantique qui crée les champs gravitationnels, et que ces champs sont générés par la rotation du champ quantique dans une région d'espace qui nous donne un effet gravitationnel. Alors évidemment, si on comprend ça,
on peut vite commencer à imaginer créer des champs électromagnétiques qui reproduisent les mêmes dynamiques en laboratoire pour affecter la gravité localement, pour extraire de l'énergie du champ quantique et tout ça. Donc, ça pourrait amener notre société à un complètement nouveau niveau, différents niveaux d'interaction avec, avec le monde autour de nous. Imaginez si vous pouvez tout d'un coup contrôler la gravité, vous avez maintenant la capacité d'aller dans l'espace à très bas coût. Tout le monde pourrait avoir une voiture qui a la lévitation, puisqu'on peut contrôler la gravité. Notre monde change dramatiquement, surtout si on peut extraire de l'énergie de ce champ qui est extrêmement énergétique. On pourrait donner à la Terre une source d'énergie qui finalement n'est pas destructive dans son application à l'environnement naturel. Et tu travailles concrètement sur ce domaine? Absolument, oui. Et j'ai même enregistré des patentes en français. Et donc, il y a des brevets, oui. Donc, il y a des brevets qui ont été enregistrés pour décrire les débuts de comment un ingénieur pourrait recréer ces choses pour pouvoir contrôler ou avoir tap, comme on dit, prendre une source d'énergie du vide. Ouais. Et en fait, c'est de reproduire les systèmes naturels en laboratoire, puisque les systèmes naturels, comme je le prouve dans mes équations, sortent du résultat des dynamiques de ce champ fondamental qui est présent partout. Wow, excitant. Oui, et là je donne juste deux exemples, la gravité et l'énergie. Il y a des centaines d'exemples, évidemment, sur notre capacité de modifier les structures naturelles pour accroître les systèmes énergétiques, même des applications à la médecine, des applications à la longévité de la vie. Il y a beaucoup de différentes applications qui pourraient être applications au computing, quantum computing, aux ordinateurs et tout ça. Donc, la liste est longue. Je me rends compte. Aussi, moi je te vois de l'extérieur comme quelqu'un qui travaille énormément. Est-ce que tu pourrais un peu expliquer quelle est la journée type de Nassim? Aïe. Je ne sais pas s'il y a une journée type de Nassim. C'est toujours... je pourrais dire que chacune de mes journées est une journée excitante. Parce que j'ai tellement de choses qui se passent en même temps. Mais généralement, bon, j'ai 2 enfants. Et j'ai donc déjà un fardeau familial. Et ben, c'est pas un fardeau parce que les enfants, c'est l'amour suprême. Hein. Mais aussi, donc, je débute ma journée, j'essaye, en général, pour à peu près 50% du temps, je débute ma journée à 6h ou 5h30 le matin, quand je me lève pour aller à la mer et faire ma méditation, qui incorpore typiquement 1 heure ou 1h30 de surf. Et donc, ça, c'est pour que je puisse commencer ma journée de façon balancée. C'est important pour moi, surtout avec tout ce que je fais, que j'ai des activités physiques régulières pour que mon corps soit en bonne santé. Mais aussi parce que ça m'inspire d'être dans la nature.
Et c'est pour ça que j'habite à Kauai, c'est pour ça que j'ai toujours habité dans les endroits très naturels, très beaux, parce que la nature m'inspire. La nature m'inspire pour écrire ces équations, pour écrire cette physique. Je pense, quand je vois la nature, je vois les physiques en action, et pour moi, c'est la source d'inspiration. Alors, c'est important pour moi. Mais après, bon, typiquement, les gens dans la cuisine, ils m'ont préparé un smoothie, et je me prends mon smoothie, et je commence ma journée, je réponds à tous les emails que j'ai reçus depuis la journée d'avant, et je réponds aussi, j'ai des conversations, dialogues avec des scientistes, ou par email ou bien dans le laboratoire, et donc je commence ma journée par un peu toucher toutes les différentes sections du laboratoire et continuer la discussion et continuer d'avancer chaque projet. Et donc, et typiquement, j'ai besoin d'écrire des articles, j'ai beaucoup à l'académie, il faut que j'écris tous les curriculums et tout ça. Et donc, j'ai typiquement beaucoup de travail à faire sur l'ordinateur, mais aussi des réflexions sur la physique, sur les applications à plus haut niveau des théories que j'ai déjà écrites, parce que c'est évidemment pas tout écrit, et il faut continuer à calculer, il faut continuer à penser aux différentes conséquences de la base qui a été écrite déjà. Alors, je travaille avec Amura, je travaille avec toi, je travaille avec Olivier, avec Scott et tout ça, et on continue donc on écrit des papiers scientifiques, on fait de la recherche, et donc ma journée se remplit très rapidement, et évidemment j'essaie de faire le plus que je peux. D'habitude, je vais à l'heure du souper, et vers 6 heures de l'après-midi, vers 6 heures, 7 heures, je mange. Et si je suis libéré des enfants le soir, je continue après. Et je peux continuer dans ma chambre ou je continue dans le laboratoire. Et d'habitude, c'est là que je fais le plus de réflexion, de recherche, d'avance dans ma compréhension de la théorie, et puis d'avancer la théorie. Et parce que c'est plus calme, et c'est plus... Et d'ailleurs, et c'est d'habitude vers minuit ou 11h minuit que je me couche. Et d'habitude, je dors presque 2-3 heures, et je me réveille, et là, d'habitude, je passe 1 heure ou 2 à contempler ou bien la théorie en physique, ou bien les difficultés que j'ai dans le laboratoire sur les ingénieurs, l'engineering et tout ça. Et ça, c'est un moment très spécial pour moi. Dans le milieu de la nuit, vers 3 heures le matin, je suis plus inspiré. C'est peut-être parce que c'est très calme et tout ça. Et là, je me recouche et je me lève vers 6 heures pour recommencer. Alors ça, c'est ma journée typique. Wow. Je pourrais jamais faire un rythme pareil. Oui, ça demande beaucoup de passion, mais je pense aussi que, tu sais, c'est tellement, comment on dit, passionnant, ouais, que ça me tire, tu sais. Oui, j'imagine. Ouais. Mais ça fait quand même presque 25 ans, 30 ans que je fais ça, mais je ne me lasse pas, parce que la découverte est tellement... et c'est tellement excitant de voir la découverte, et c'est tellement excitant aussi de voir la différence que ça crée dans le monde.
pour les gens, tu sais, pour le changement que ça crée dans la vie des gens. C'est ça qui m'excite aussi. Le résultat, le feedback, tu sais, que je reçois, c'est remarquable. Et ça se dit remarquable en français? Oui, OK. En tout cas, tu es admirable. Ah, merci. On est tous admirables de notre propre façon. Oh, je pense quand même que tu travailles d'une façon que je ne pourrais jamais faire. Et il faut reconnaître oui. ça Oui. de ta part. Donc, oui. J'ai l'impression, tu sais, en fait, c'est aussi un sens de mission, tu sais. Exactement. On a peu de temps, tu sais. La Terre avait besoin de changement maintenant. On a besoin de faire une grosse transition. Et je pense que les gens le sentent. Oui, mais c'est aussi pour ça que je t'admire, parce que toi, tu le sens depuis très longtemps, et moi-même, en sachant, je ne pourrais pas travailler physiquement, mentalement, comme tu le fais. Donc, je n'ai pas cette résistance, je n'ai pas ces caractéristiques. Oui. C'est impressionnant. Ah, merci. Et je peux dire en plus que j'ai vraiment assisté à ça, puisque j'ai partagé la chambre d'à côté, oui. Et donc je t'entendais travailler la nuit, donc c'est totalement exact. Alors, des questions un peu plus scientifiques maintenant. Qu'est-ce que c'est que le vide? Est-ce que c'est la même chose que l'éther? Cette notion de vide dont on a parlé, c'est quoi? Oui, alors en physique quantique, en fait, c'est la physique des champs quantiques. La théorie démontre que le vide n'est pas vide du tout. Mais en fait, il est plein d'énergie, d'énergie électromagnétique qui fluctue à un niveau très, très, très petit, à très haute fréquence. Oui. Et donc, ce n'est pas évident pour les gens en général. C'est difficile, premièrement, même en laboratoire, d'essayer de mesurer ce champ, mais aussi, c'est évidemment pas évident pour une personne. Pour nous, le vide est vide, tu sais. Mais en même temps, on peut imaginer que le vide, l'espace entre toi et moi, est plein de champs électromagnétiques en ce moment. On le sait, il y a des champs de radio et la lumière et tout ça. Mais par exemple, l'infrarouge, l'ultraviolet, tout ça, on ne le voit pas nécessairement, on n'a pas directement les champs de radio entre toi et moi. Si on n'a pas une radio avec un cristal qui est à la bonne fréquence pour l'entendre, on n'entend pas, mais l'information est quand même là, les champs électromagnétiques sont quand même là. C'est un peu la même chose. Imaginez un champ électromagnétique qui est très, très fondamental à la création de la matière ou de la matière elle-même, mais qui est à un niveau d'énergie, de fréquence qui est tellement haut qu'on n'en est pas nécessairement directement aware, comment on dit? Conscient. Et donc, mais en physique quantique, il est prédit d'être là. Et parce que les valeurs d'énergie de ce champ sont tellement hautes en général, quand ça a été découvert, ça a été ignoré parce que les niveaux d'énergie sont très très hauts parce que les oscillations, on peut dire, ils sont très très petites. Alors il y a beaucoup d'oscillations dans un espace très petit. Et ça a presque choqué la communauté scientifique très, très tôt dans la découverte des champs quantiques. Et donc, ça a pris un certain nombre de temps avant que ça devienne accepté, avant que ça devienne mesuré en laboratoire avec l'effet Casimir et l'effet Casimir dynamique. Mais maintenant, surtout maintenant que le modèle standard utilise beaucoup cette énergie du vide pour prédire les particules, et virtual particles et tout ça, et c'est devenu de plus en plus accepté qu'il est vraiment là, ce champ, et aussi que maintenant on peut vraiment le mesurer. Et en fait, les mesures du Casimir dynamique
ne fait pas que le mesurer, mais extrait des photons électromagnétiques directement de ce champ. Alors, on extrait déjà très peu, mais on extrait déjà un petit peu d'énergie de ce champ, même dans les laboratoires d'université, tu sais, mainstream, pas les laboratoires indépendants. Alors, ce champ électromagnétique est vraiment similaire au concept d'éther qui était présent avant les théories d'Einstein. Parce qu'avant les théories d'Einstein, la physique avait à sa base un concept qu'il y avait un champ d'énergie à la base de tout l'univers qui propageait les champs électromagnétiques, qui créait tous les effets qu'on voit dans le monde matériel. Et dû aux équations d'Einstein et à des mesures qui avaient été faites dans le temps, le concept d'éther, comme il était formulé dans le temps, a été enlevé, a été enlevé. Mais même Einstein a dit, mes théories de gravitation ne sont pas valides sans l'éther. Mais en fait, ce qui s'est passé, c'est que l'éther a été enlevé, mais le résultat des champs quantiques, ce vide plein d'énergie, n'a jamais été réétabli au nouveau éther. Alors, je ne peux pas utiliser le mot éther dans mes papiers parce qu'un physicien va faire une association avec une théorie qui a été enlevée et qui est passée. Parce que, en fait, les champs quantiques, les résultats des formules des champs quantiques ont décrit l'éther de façon beaucoup plus appropriée et beaucoup plus en détail. Alors qu'avant, c'était très... mais les deux n'ont toujours pas été associés. Okay. Alors, donc, je cite, « Je ne comprends pas comment le poids du vide est plus lourd que celui de la matière. » Ici, on a typiquement une confusion entre énergie matière, énergie masse. Donc, on a l'impression que le 10 exposant 93, la masse du vide, est de l'énergie ou bien est une masse. Et donc, les gens sont un peu perdus. Est-ce que tu peux développer un petit peu? Oui, c'est facile de se perdre là-dedans un peu parce que ça a été un des problèmes au niveau de la découverte de ce champ du vide. En fait, les formules démontrent que le champ du vide est de niveau d'énergie qui sont dans l'ordre de 10 à la 93 ou 10 à la 93 grammes par centimètre cube. C'est très très large. C'est plus que la masse de l'univers dans chaque centimètre cube par 39 ordres de magnitude. C'est vraiment significant. Mais c'est ça le problème. Il y a plusieurs façons qu'on peut répondre à cette question. Une des façons, c'est de réaliser que la matière qu'on mesure est en fait une fonction de cette énergie du vide. Alors nous, on mesure une masse. Je ne sais pas si la personne dans sa question a dit le poids ou... Non, je pense qu'il les connaissant, il y avait de toute façon un mélange entre matière et masse, etc. Donc, oui. Mais alors la masse, c'est l'énergie de la matière qu'on observe. Et les champs gravitationnels qui sont créés à partir de cette masse, et on peut voir, à partir des équations que j'ai écrites,
émerge directement de cette énergie du vide. Alors, ce qu'on expérience, notre expérience de l'énergie du vide, on l'appelle la matière. Et on l'appelle les champs gravitationnels. Mais notre expérience n'est qu'une petite, vraiment petite partie de l'énergie qui est présente. Par exemple, quand on fait I equals mc square, I égale mc carré, l'énergie d'un atome est extrêmement... Oui. Et quand on mange 1 kg de pâte, on ne mange pas 9 fois 10 exposant 16 joules. Voilà, oui, mais parce que il y a une partie de l'énergie qui est kinétique, mais il y a une partie de l'énergie qui est potentielle. Right? Et aussi, la relation qu'on a à cette énergie détermine l'énergie. Donc, mais si on prend la correcte matériel et on fait que les protons se cognent et tout ça, on peut créer des champs d'énergie très très hauts avec très peu de matériel, comme une bombe atomique. Et donc, c'est notre expérience de l'énergie qui est là, qui dicte ce qu'on mesure. Et donc, c'est ça qui est intéressant, c'est que quand j'ai écrit ces équations, on trouve que l'énergie présente dans un proton est extrêmement grande, vu qu'on débute avec 10 à la 93 grammes, et vous pouvez imaginer, alors le proton qui est très petit est encore très énergétique, même si ce n'est pas 1 centimètre cube, c'est très petit, c'est 10 à la moins 39 centimètres cubes, c'est beaucoup plus petit, mais il y a encore beaucoup d'énergie présente. Et quand on fait les calculs des énergies présentes dans le vide qui fait le proton, on trouve que c'est la bonne réponse pour le poids du proton ou pour la force que le proton exerce sur un autre proton et tout ça. J'ai adoré ce papier. Oui, ça a bien sorti, j'étais content. Ça m'a pris longtemps à y arriver. Et je croyais pas comment simple la solution était quand j'ai découvert. C'est vrai que c'est tellement simple que ça en est choquant. Oui. Et c'est pour ça aussi que c'est difficile. C'est beau aussi, parce que quand c'est simple, en général... Oui, c'est beautiful. Mais mathématiquement, tu vois, c'est simple. Mais beautiful en mathématiques, en physique, ça veut dire que c'est consistant et c'est simple. Et d'habitude, la solution qui est simple, c'est la bonne. Oui, tout à fait. Oui. Alors, autre question. Le Big Bang ne peut pas expliquer la raison de l'accélération de l'expansion de l'univers. Quel est ton avis à ce sujet-là? Mais c'est pour ça que ils ont dû rétablir la cosmological constant, la constante cosmologique. Donc Einstein, quand il a écrit les équations pour la gravité, il a donc extrapolé à partir de la masse qu'on voit dans l'univers, si l'univers devrait être stable ou s'il devrait être en expansion. Et quand ces équations ont prédit que ça devrait être en expansion, parce que au temps de publication d'Einstein, ce n'était pas un modèle de l'univers acceptable. Le modèle de l'univers dans le temps était que l'univers était statique. Il a ajouté un terme, un facteur, un fudge factor, qu'on appelle lambda, c'est la constante cosmologique. Et donc il a rajouté un peu d'énergie pour garder l'univers statique. Et quand Hubble a découvert, à partir du redshift, que
les galaxies de plus en plus. Einstein a décrit cette constance qu'il a mis là-dedans comme la plus grande erreur qu'il a fait dans sa carrière. Il l'a enlevé et son équation prédisait bien l'expansion de l'univers. Mais ce qui s'est passé, c'est que plus tard, dans les années 90, on a découvert que l'univers ne faisait pas que grandir, mais qu'il accélérait quand il grandissait. Et alors, la communauté scientifique, les physiciens, ont remis le terme lambda dans les équations d'Einstein, mais cette fois avec une énergie négative. Au lieu d'Einstein avait mis une énergie qui gardait les choses ensemble, ils ont mis une énergie qui pousse les choses, une énergie négative. Et évidemment, ils ont pu calculer combien de cette énergie négative est nécessaire pour l'accélération qu'on mesure. Et ça, c'est devenu l'énergie noire. L'énergie qui n'est pas mesurée. L'énergie noire. Qu'on ne voit pas. Oui, qu'on ne voit pas. Et cette énergie, donc, crée l'accélération. Mais il est devenu plus en plus clair pour les physiciens que cette énergie fonctionne similairement à l'énergie quantique. Alors, ça a été généralement accepté dans les 10 dernières années que l'énergie noire, qui en fait correspond à presque 75% de la masse de l'univers, est en fait l'énergie quantique manifestée, cette énergie du vide quantique manifestée au niveau de l'univers, au niveau cosmologique. Mais il y avait une très grande déficience, une très grande difficulté avec cette approche. Et ça a été nommé la plus grande catastrophe dans la physique, la catastrophe du vide, parce que, comme je disais, le vide au niveau quantique est très énergétique, mais ce qu'ils ont mesuré au niveau de l'énergie noire, au niveau cosmologique, était très faible. Parce que c'est un très grand volume, on n'a pas besoin de beaucoup d'énergie partout, ça fait quand même beaucoup d'énergie pour pousser l'univers et l'accélérer. Alors, cette grande catastrophe, c'est la plus grande catastrophe en physique. 10 exposants 122, je crois. 10 exposants 122 ordres de différence entre le 10 à la 93 grammes par centimètre cube et la constante cosmologique qui est 10 moins 29. Oui, moins 29 grammes par centimètre cube. C'est une très grande différence. Et moi, quand j'écrivais mes équations, j'ai réalisé, quand je faisais mes calculs, que si je prenais, au lieu de penser à l'énergie du vide comme un centimètre cube, parce que l'énergie du vide au niveau quantique, elle n'est pas en centimètre cube. Au niveau quantique, c'est beaucoup plus petit qu'un centimètre cube. Alors, quand je calculais l'énergie qui était présente dans un proton, donc en volume de protons, au lieu en volume de centimètre cube, j'ai réalisé que si je prenais un proton avec toute cette énergie quantique à l'intérieur et que cette énergie quantique poussait le proton pour qu'il devienne la grosseur de l'univers, les résultats de la densité de l'énergie quantique qui était présente dans un proton à la fin, quand il devient l'univers, est exactement qu'est-ce qu'on mesure au niveau cosmologique. Et donc, j'ai
j'ai prouvé, en fait, que ce n'est pas qu'il y a un problème dans les équations, ce n'est pas que c'est ou bien la physique quantique qui est correcte, ou bien ou c'est la cosmologie qui est correcte, par exemple, parce que c'est ça que ça a créé cette division, mais c'est qu'en fait, c'est une évolution d'un univers, d'une grosseur d'un proton, à un univers qui est la grandeur de notre univers en ce moment. Et ça peut paraître étrange pour les gens de penser que l'univers était la grosseur d'un proton avant, mais en fait, ça c'est la théorie qui est en ce moment, le Big Bang. En fait, le Big Bang dit que ça a commencé même avant le proton, au niveau du Planck, au niveau de la singularité. Alors, ce n'est pas si bizarre de penser comme ça, et ça donne les bonnes réponses. Alors, pourquoi un proton a grandi si vite, c'est une autre question, mais je peux donner une réponse rapide parce que c'est déjà très long, mais le proton a grandi comme ça parce que il est sorti d'un univers. Alors si vous pouvez imaginer le changement de densité entre le niveau quantique et le niveau de l'univers, c'est très très grand, et en fait c'est ça qui drive, qui crée la rotation de tous les objets, parce qu'il y a un gradient entre les deux, juste comme une masse d'air chaude et une masse d'air froide crée un ouragan. Si tu as un gradient de densité, alors tu as quelque chose qui est très dense et quelque chose qui est moins dense, et c'est ça qui va entraîner le mouvement de rotation. Le mouvement de rotation, les dynamiques qui créent la cohésion de notre univers en galaxies, en quasars, les soleils, tout ça. Mais donc, ça crée le spin à la rotation. Mais aussi, imagine qu'un proton qui est dans notre univers sort de notre univers. Alors, la densité de notre univers est spécifique et il détermine la grandeur des protons, et ça, mon papier le prouve. Mais quand le proton sort de notre univers, il tombe dans un changement de densité très très grand. Tu peux imaginer l'univers dans lequel notre univers est, à une densité beaucoup plus basse que notre univers. Et donc, l'énergie du vide à l'intérieur de ce proton a la capacité maintenant de... Tout à fait. Il n'est plus en équilibre, et donc il va trouver un nouvel état d'équilibre finalement. Exactement. Et c'est pour ça que quand on regarde l'évolution de notre univers, on voit qu'il a grandi très 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 vite. Ça s'appelle l'inflation. Et donc il y a une période d'inflation qui est inconcevablement vite, dans les premières millisecondes de l'univers, presque à la grandeur de l'univers. Donc, d'une singularité à presque la grandeur de l'univers en moins d'une seconde, et après ça devient beaucoup plus lent, l'expansion. Et donc, ça nous donne le même résultat, mais avec une nouveau compréhension que ce n'est pas nécessairement une explosion, un Big Bang, mais c'est un changement de densité, de state, qui a créé l'inflation de notre univers. Et là, on commence à avoir une différente vue de la création de l'univers. Parce qu'on peut imaginer la surface d'un univers avec tous ces petits protons qui sortent, qui font un foam, comment on dit foam? La mousse quantique. On la voit au niveau quantique, mais on la voit aussi au niveau universel. Alors c'est presque la biologie, comme une petite seed, tu sais, comme une fleur qui envoie une petite... seed, c'est une graine dans l'univers, et un nouveau univers est créé. Wow. C'est beau. Oui, ça nous donne quelque chose de beaucoup plus biologique, je pense, beaucoup plus naturel, oui. Ouais, qu'une explosion. Ouais. Autre question. Le champ magnétique terrestre serait dû au mouvement du noyau métallique liquide des couches profondes de la Terre. Est-ce que ça te semble
il y a des problèmes au niveau de la description des champs magnétiques de la Terre ou des planètes ou des soleils. Et ce problème, je l'ai adressé early on, plus tôt dans mon évolution, dans les papiers que j'ai écrits, parce que les champs magnétiques, par exemple, pour la Terre, sont pensés qu'ils sont créés résultat d'un effet dynamo dans la Terre, du corps qui tourne. Oui, mais ça demande... je ne sais pas si vous aviez des vélos avec des petits dynamos avant, hein? Et il fallait mettre le petit dynamo sur la roue pour que la lumière s'allume. Et donc, c'est beaucoup plus... mais le problème, c'est que pour que la lumière s'allume, il faut qu'il y ait quelqu'un qui pédale. Hein, tu peux pas... si tu mets le dynamo et personne pédale, il n'y a pas de lumière qui s'allume. Tu ne fais pas les champs électromagnétiques. Et donc, ou magnétiques. Donc, c'est qui pédale? Le corps de la Terre, relatif à la surface, tu vois, qui crée l'effet dynamo. La source de angular momentum, la source du moment angulaire, n'est pas définie. Et donc, la source du champ magnétique n'est pas définie. Elle n'est pas définie, serait-ce pour la Terre ou pour un atome, ou pour... en physique, en ce moment, la source des champs électrostatiques ou magnétiques ne sont pas décrits. Alors, et surtout, il y a quelque chose qui est très intéressant, c'est-à-dire que si tu prends la densité du champ magnétique de la Terre à la surface, tu es très loin du dynamo. Et tu sais que le champ magnétique diminue à la distance carrée. Donc, et en plus, très près, quand c'est très haut, c'est même plus que carré, c'est presque cube, tu vois. Alors, imagine, quand tu fais les calculs, pour calculer combien fort le champ magnétique devrait être au milieu de la Terre pour créer un champ magnétique de cette force à la surface, c'est très très haut. En fait, c'est si haut que ça demanderait presque un trou noir pour le créer. Tiens. Ouais. Alors, il y a la possibilité, à partir des équations que j'ai créées, de démontrer qu'en fait, le champ magnétique est de la même façon sourcé à partir de cette énergie du vide. C'est-à-dire que l'énergie du vide, quand il y a beaucoup de force angulaire, elle crée une courbature de l'espace, et on appelle ça la gravité. Mais mais aussi, quand on crée cette courbure, j'allais dire courbature, mais ça c'est plutôt comme je me sens après avoir fait du surf. Mais il y a des structures dans l'espace-temps qui sont créées quand la courbure, et ces structures créent un champ. C'est ce qu'on expérimente. On expérimente nous-mêmes comme un champ magnétique. Et donc, tout d'un coup, on commence à comprendre les champs magnétiques de façon plus profonde, et les champs électromagnétiques. Okay. Merci. Oui. Alors, des questions un petit peu plus personnelles maintenant. Quelle est ta perception de la vie? Qu'est-ce que c'est que pour toi un corps en vie? Tu sais, ça c'est une bonne question. Hein? Un corps en vie, ça pourrait être, premièrement, le fait qu'il y ait des corps en vie est déjà un miracle. Tu vois, c'est incompréhensible. La complexité
même d'un brin d'herbe, avec tous les microbes là-dedans et la complexité qui doit se créer, même pour un système monocellulaire, pour que ça existe, c'est incroyable. Et quand on fait les statistiques, à partir du début de l'univers à maintenant, si l'univers était vraiment random, aléatoire, et qu'on fait les calculs, ça ne fonctionne pas. Après 13 milliards d'années d'évolution ou 14 milliards d'années d'évolution, on n'a pas même un brin d'herbe. Et donc, et la raison pourquoi les gens ne parlent pas de ça souvent en science, c'est que la tendance est de dire « Ah, il doit avoir un Dieu, il doit avoir un... » Tu sais, la religion devient très forte. Et là, il y a une alternative. Et cette alternative, c'est qu'il y a feedback. Comment on dit feedback? Il y a un feedback en français aussi. Feedback et feed-forward. Mais il y a un feedback parce que tout ce qu'on a besoin pour que les mathématiques sortent de la bonne façon, c'est qu'il y ait un peu l'information qui revienne pour que le système apprenne. Et si le système apprend, là, il peut créer des systèmes très, 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 très complexes à partir de systèmes très simples au début, et par exemple les systèmes fractals. Et donc, on peut obtenir un champ de complexité très rapidement. Peut-être pour l'illustrer, le Rubik's Cube. Oui, un bon exemple, c'est le Rubik's Cube. On dit Rubik's Cube? Rubik's Cube, en français. Alors, si on prend les probabilités, si on donne un Rubik's Cube à une personne qui est aveugle, et on lui demande de l'ordonner, et que la personne bouge un mouvement à chaque seconde, on peut calculer les probabilités que par chance, par effet aléatoire, il soit possible qu'il organise le cube par chance. Et quand on fait ces calculs, on dépasse la durée de l'univers. On dépasse la durée de l'univers par des milliards d'années, parce que je pense que c'est presque 200 milliards d'années. Et donc, les possibilités sont très, très basses que cette personne va réussir. Mais si je dis à la personne, à chaque fois qu'elle fait un mouvement, juste un point de feedback, un point d'information, oui ou non, un point binaire, oui, vous arrivez, c'est la bonne direction pour arriver à la solution. Non, c'est la mauvaise direction pour arriver à la solution. En presque 2 minutes ou 2 minutes et demie, la personne va ordonner le cube. Et alors, on passe de 200 milliards d'années à quelques minutes. Et ça, feedback. Oui, et tout ce qu'on a besoin, c'est un peu de feedback du champ dans lequel le système interagit. Et donc, et on voit ça dans la nature continuellement. On voit les animaux qui changent, qui s'adaptent par rapport à la relation qu'ils ont avec la nature autour d'eux. Et donc, si ça devient plus sec dans cette région, ils changent pour s'adapter. Si ça devient plus mouillé, ils changent. Donc, ça, c'est le feedback. Et on peut voir que ce feedback est présent, donc, dans la structure de l'espace lui-même. Ce vide, il est imaginé, ce vide. Le vide est cohérent. Il est cohérent. Il a l'information move de façon cohérente parce que dans les régions où il y a beaucoup d'angular momentum, il y a des dynamiques vraiment spécifiques qui ont à voir avec un torus qui amène l'information vers l'extérieur et qui ramène l'information vers l'intérieur. Et donc, l'univers apprend s'auto-apprend. Et ça mène directement
à une compréhension de pourquoi les systèmes deviennent de plus en plus compliqués, de plus en plus complexes, qui semblent aller contre l'entropie, hein, parce que l'entropie dit que les choses devraient devenir de plus en plus déconnectées et incohérentes. En fait, on voit dans la nature que les systèmes deviennent de plus en plus cohérents et de plus en plus complexes, et ça explique aussi pourquoi éventuellement un système de très haute complexité pourrait devenir self-aware, conscient de lui-même. Parce qu'il y a le feedback dans la structure qui est présent tout le long. Alors, ce papier que je décrivais un peu plus tôt, qu'on a écrit avec William, et en fait, éventuellement arrive à la conscience, à la des dynamiques du cerveau qui amènent l'information du vide, et nos actions donnent l'information back, redonnent l'information au vide, et ce feedback, c'est ce qui crée notre sens de self-awareness, d'autoconscience, de conscience, de ce qu'on appelle la conscience. Wow. Et la vie, ouais. Tu as parlé justement un peu des religions un tout petit peu en disant, mais voilà, il y a une autre alternative à ça. Et la question suivante, c'est quelle est ta vision des religions? Avec la connaissance du champ unifié, il devient difficile de se soumettre à un système. Oui, c'est sûr, parce que les religions ont créé des dogmes qui... mais surtout parce qu'il y avait un besoin d'avoir des réponses à des questions fondamentales. Qu'est-ce qu'on fait ici? Comment ça se fait? Comment on est arrivé ici? Et donc, et aussi un sens, je pense, interne des gens qui sentent qu'il y a quelque chose plus grand que, tu sais, qui a un genre d'organisation, qui a un genre de... mais le problème, c'est que les religions ont créé cette division. Alors que, typiquement, les gens qui avaient commencé ces religions, malgré qu'on ne peut pas dire que le Bouddha était bouddhiste. Alors, il n'a pas nécessairement commencé la religion, ou que Jésus-Christ était catholique. Donc, et ces gens-là parlaient au niveau universel. Ils parlaient d'un univers connecté. Il parlait d'un univers où l'information était présente partout, où tout était su sur tous les points dans l'univers, c'est-à-dire que omniscient, omnipotent, tout ça. Et la tendance a été d'utiliser un mot spécifique qui veut dire God, Dieu ou whatever, mais là, je pense que, et ce qui s'est passé, c'est que les religions sont venues après que ces gens soient là, et ils ont encapsulé l'information et ils l'ont ségrégée des autres informations. Ils ont coupé. Ils ont créé une relation de compétition. Au lieu de voir les relations et les correspondances entre ce qui avait été dit de ces maîtres qui nous ont parlé de l'univers. Mais quand on revient à la base de ce que ces gens-là nous ont dit, et qu'on élimine les organisations de religion et tout ça, on voit qu'en fait, le modèle de science unifiée est vraiment près de ce qu'ils ont décrit. Ils ont décrit... cet univers connecté. C'est un univers connecté. Et c'est un univers dans lequel l'individu est en relation avec le reste de l'univers, n'est pas isolé. Et donc... S'il y a un feedback. Oui, exactement. Et donc, ce feedback, on pourrait l'appeler Dieu, mais on peut aussi l'appeler
le champ électromagnétique du vide, et puis on peut écrire des équations dessus, et puis tout ça. Et donc, on pourrait dire que, et puis aussi, même hors des religions, les mouvements spirituels qu'on voit dans les temps modernes, beaucoup, aussi ont des tendances dogmatiques, mais ce qu'on voit, c'est qu'en fait, ce que l'on comprend pas, typiquement, on met dans un contexte spirituel ou religieux, et qu'éventuellement, on découvre que c'est en fait les physiques que nous ne comprenions pas, et que nous avions un sens de ces physiques, mais que nous n'avions pas complètement intégré dans notre compréhension de l'univers. Et il y a des gens que ils ont peur que quand on fait ça, qu'on perd la magic, qu'on perd le... On parle de magie. Non, mais qu'on perd la magie, qu'on perd, qu'on perd le unknown, tu sais, le concept qu'on ne peut pas tout connaître. Donc, il doit avoir... mais je pense que, en fait, ça montre qu'en fait, si on pouvait l'appeler Dieu, Dieu est partout. Et cette énergie, elle est partout. Et que tout est Dieu. Tu vois? Et que donc, il n'y a pas de raison de créer des ségrégations. Et que les maîtres qui nous ont parlé de ces choses, en fait, nous parlaient de concepts fondamentaux de la physique universelle. Oui. Pour terminer, quelques petites questions pratiques pour la francophonie. As-tu quelque chose de prévu en France prochainement, une conférence ou l'ouverture de l'académie en français? Ah oui, ça c'est sûr, il faut faire la traduction de l'académie en français le plus tôt possible. On travaille là-dessus déjà, mais tu sais, et aussi, j'aimerais beaucoup faire un tour de France et d'Europe. Ah ouais, à vélo, je ne sais pas. Ça, c'est beaucoup de travail. Mais j'aimerais beaucoup aller donner des cours et des conférences. Et j'ai l'intention de faire ça quand j'ai avec moi l'ouverture du film The Connected Universe. Et donc, ça pourrait arriver au printemps ou l'été prochain. Et puis, mais j'ai aussi l'intention de publier l'Académie en français et aussi notre site web et tout ça. C'est beaucoup de travail, et comme tu sais. Et puis, si on peut avoir de l'aide de la francophonie là-bas, si vous voulez aider à traduire, envoyez-nous des mails et laissez-nous savoir. Oui, c'est fantastique ce que vous avez fait là-bas. Et je suis très fier de vos efforts. Et j'apprécie beaucoup les efforts qui ont été faits. Merci Alain, merci Grégory. Oui, et c'est super. Et puis c'est aussi super de voir la participation des gens. Oui, ils sont très motivés. C'est incroyable. Et c'est ça qui est super excitant aussi. Donc l'univers connecté, plutôt au printemps, après le printemps? Oui, je pense que demain ou après-demain, on commence une campagne de, comment on dit, crowdfunding en français. Pour recevoir des fonds? Pour recevoir des fonds, pour finir le film. Le film était fini et on a fait un screening, comment on dit, une présentation. Oui, une présentation pour les experts Hollywood et ça. Et aussi les gens en général, et pour voir si on avait la bonne réponse. Et en général, tout le monde a dit c'est très très bien, mais il manque à la fin plus d'animation, plus de compréhension de comment ça vient tout ensemble. Et donc, c'était trop court. C'était presque, c'était comme 30 minutes.
Et il y a un autre 15 minutes qui doit être ajouté, qui amène, et surtout les applications que cette théorie a pour les gens au jour le jour. Qu'est-ce que ça va changer dans notre monde, comment ça va changer notre vie, et tout ça. Les gens voulaient avoir plus de ça dans le movie, le film. Et nos budgets étaient nos budgets étaient épuisés pour la production, parce que c'est cher. Et donc, maintenant, on approche le public pour recevoir des fonds pour finir le film, et on espère que si ça fonctionne bien, on puisse le finir dans les mois qui suivent, et avoir au printemps quelque chose dans la boîte pour le monde. Et, je suis très excité. Croise les doigts. Ouais, non, parce que il est très bien fait, il est fait avec très haute qualité, et des animations très importantes pour les gens, pour qu'ils puissent visualiser. Et je pense que c'est un film très important de supporter pour que ça puisse, comment on dit, aller dans le monde et inspirer la population. Oui, c'est important. Oui. Nassim, au nom de l'équipe du Résonance Projet Traduction Française, un tout grand merci, non seulement pour qui tu es, mais aussi tout ce que tu fais. Merci Marc, et puis merci à vous aussi, et à tous les gens qui te supportent là-bas, et tous les gens qui font du travail volontaire, et puis tout le travail que tu as fait depuis ici au laboratoire, et aussi quand tu es là-bas en Belgique, et tous les efforts que tu as fait pour amener cette information au public français et au public francophone autour du monde. Et on voit les résultats, c'est super, alors félicitations. Merci. Au revoir. Au revoir.